De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir, nous allons parler d'une grande dame de la littérature guadeloupéenne, à savoir Maryse Condé, qui récemment nous a quittés. Et pour en parler avec moi ce soir, je reçois Monsieur Thompson, notre professeur émérite à l'Université des Antilles. Bonsoir Monsieur Thompson. Bonsoir, merci de m'accueillir. Ah, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Et nous avons également sur le plateau M. Bitako, qui est écrivain et traducteur. Bonsoir M. Bitako. Bien, bonsoir Rol, bonsoir à tous. Alors, une grande dame, effectivement, nous a quittés. On va parler plus amplement de son œuvre ce soir. Alors, Monsieur Thompson, est-ce que, à tout hasard, vous l'avez rencontré? Oui, et plus d'une fois. Racontez-nous un peu. Ce qu'il y a de mémorable, parce que désormais nous évoquons au passé la grande figure de Maryse Condé, ce qu'il y a de mémorable dans le parcours qui a été le sien, c'est la puissance de la création, la puissance de l'écriture, car c'est une œuvre volumineuse qu'elle nous lègue, qu'elle transmet à ceux qui auront l'avantage de découvrir dans chacun de ses ouvrages des questions ou même des réponses aux questions relatives, par exemple, à l'identité. Qui sommes-nous? C'est la question que constamment elle a posée et reposée dans ses différents ouvrages. Et faut-il rappeler qu'elle a écrit plus de 16 romans, qu'elle a composé plus de 6 pièces de théâtre et d'autres œuvres littéraires relevant d'autres genres, relevant du conte, par exemple. C'est important, le conte dans le parcours qui a été le sien. Et ajouterai-je, pour terminer cette imparfaite addition, elle a été professeure de littérature, elle a été historienne de la littérature, elle a été critique littéraire, et c'est justement ce rapport à la théorie de la littérature qui explique l'originalité de sa pratique littéraire, sa pratique de la création littéraire. Alors, visiblement, elle était fascinante par son côté prolifique, mais aussi par son apport finalement à la littérature. Oui, une œuvre prolifique, je l'ai dit, un nombre considérable de romans, un nombre considérable de pièces de théâtre et d'autres écrits, des écrits de critique littéraire, parce que elle a été une enseignante, elle a été professeure d'université, et ceci explique, comme je commençais à le dire, ceci explique l'étroitesse du lien entre ses réflexions sur la création littéraire en Guadeloupe et dans l'espace francophone des Antilles de façon générale, et le fait même de composer des œuvres selon une économie du langage, une économie de la parole et une économie de l'écriture qui font qu'elle a pu définir la littérature antillaise, le style des écrivains antillais avec beaucoup de justesse. Donc pour vous, elle a défini le style d'écriture antillaise. Oui, dans plusieurs ouvrages, dans plusieurs manuels qu'elle a publiés, elle tâche de caractériser les thèmes et les formes qui caractérisent la littérature antillaise, les caractéristiques thématiques et les caractéristiques formelles étant en effet à être discernées quand on veut comprendre la littérature antillaise et les thèmes abordés par la littérature antillaise. Et les thèmes auxquels elle revient, toujours qu'elle revient incessamment, les grandes questions relatives à la colonisation, aux luttes contre la colonisation, aux luttes contre les préjugés de toute nature et les luttes pour la liberté, car c'était une combattante de la liberté. Alors, Bitako. Oui, je vais rebondir sur ce que dit M. Thompson. Auparavant, je présenterai mes tristes condoléances à Sylvie, que je connais de par son activité à la Maison Condé, la Casa Condé, et à la famille de Maryse. Dans les années 70, quand Maryse Condé a commencé vraiment à faire parler d'elle, elle a publié par exemple 2 tomes du roman antillais, la poésie antillaise. Elle a fait le profil d'une œuvre du cahier d'un retour au pays natal. Elle a publié La civilisation du Bossal, réflexion sur la littérature créole de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc effectivement, avant la grande période qui a commencé avec une saison Ariata,
Elle a publié beaucoup d'analyses sur nos traditions, enfin sur nos écrits, les différents types d'œuvres, et aussi sur le conte. Elle a analysé le conte entier. Elle a aussi écrit sur la parole des femmes, le rôle des femmes, etc. Elle a vraiment fait ce travail que dit M. Thompson, qui est moins connu du grand public. C'est un travail réservé aux spécialistes. Mais elle l'a fait. Travail de recherche, elle a fait un gros travail de recherche. Elle l'a fait. D'ailleurs, quand on regarde ses romans, enfin ses publications littéraires, alors j'utilise mon livre, ma traduction de Maryse Condé, Kaladia Savannah, page 97 et 98, où je mets une certaine bibliographie de Maryse Condé. Elle a publié par exemple les pièces de théâtre, Dieu nous l'a donné, en 72, Mort d'Oluwemi d'Ayumako, 1973, Le Môle Massabel en 74, son premier roman, Erema Konon, en 76, qui est devenu plus tard En attendant le bonheur. Et tout d'un coup, il n'y a rien en matière littéraire avant Une saison à Riata en 81. Mais il y a ce dont je viens de parler, ce dont vient de parler ce travail M. Thompson, de recherche qui a été publié entre 76 et 79, avec parfois 3 dans la même année. Donc elle a commencé, on peut dire, elle a commencé l'écriture. Par le théâtre. Après, elle a dû se rendre compte l'analyse qu'on manquait, on manquait d'analyse, on manquait documents de ce genre. Et après, elle est repassée au roman, en 81. Donc est-ce qu'on peut voir ça comme une période d'introspection sur son travail? Oui, il y a deux orientations, deux axes de réflexion auxquels elle revient constamment dans ses diverses œuvres. Il faut noter la diversité des formes qu'elle investit, la diversité des formes littéraires qu'elle investit. Je l'ai dit, elle a investi d'abord le théâtre, puis elle a investi le roman, puis elle a investi le conte proprement dit, puis elle a investi d'autres formes. Et une forme qui retient mon attention, c'est la forme du récit pour enfants, des contes pour enfants, où elle a réussi de magnifiques perspectives. Par exemple, Hugo le Terrible est une œuvre particulièrement réussie pour ses qualités stylistiques, ses qualités proprement littéraires, mais aussi pour ses qualités pédagogiques, ses qualités qui permettront en effet à des enfants, à des adolescents de découvrir l'univers qui est le leur. Et c'est l'occasion pour moi de dire que ce qu'il y a de remarquable chez Maryse Condé, c'est l'universalité de ses réflexions, mais la particularité, l'originalité de l'ancrage de ses réflexions dans une terre, dans une communauté, la communauté guadeloupéenne à l'échelle des Caraïbes. Ah, donc pour vous, elle était vraiment ancrée Guadeloupe. Ancrée Guadeloupe. Et sa problématique identitaire était à la fois la problématique de l'invention d'un universel abstrait et d'un universel concret. C'était de la revendication? Une revendication éclairée du point de vue proprement philosophique, du point de vue moral, mais éclairée aussi du point de vue politique sur la perspective historique des luttes qui ont été celles qui ont permis aux Antilles de défaire le système despotique tyrannique de l'esclavage, qui a permis en effet d'accéder à quelque chose comme la liberté, comme espérance, comme promesse d'un bonheur qui vient contredire le mal qui a sévi pendant 5 siècles ou 4 siècles, dirons-nous, aux colonies d'Amérique, car c'est le lieu de référence de ces réflexions. Alors, on parle de littérature jeunesse. M. Thompson cite Hugo le Terrible. Vous avez Haïti Chérie, qui est devenu ensuite Rêve amer, qui a été republié sous le titre de Rêve amer. Le premier, c'était Victor et les barricades, paru dans la revue Je bouquine en 89. Vous avez également La planète Orbis, publié chez Jazor. Vous avez Savannah Blues, dont j'ai parlé, que j'ai traduit. Je dois aussi dire que Jules Durantier a traduit Hugo le Terrible en Martinique, en créole martiniquais. Ça s'appelle Cyclone Hugo. Vous avez aussi À la coupe du Joliba, qui est un texte magnifique, magnifiquement illustré. Vous avez Chien fou dans la brousse et vous avez Conte cruel. Donc Maryse Condé a vraiment beaucoup écrit pour la jeunesse, ce qu'on appelle littérature jeunesse. Elle a beaucoup écrit pour le théâtre. Et elle a beaucoup écrit
en matière de roman. Ce que les Guadeloupéens devraient, enfin ce que je souhaite que des spectateurs qui sont très nombreux de par le monde retiennent, c'est quelques titres pour y courir en librairie, acheter, ou bien prendre en bibliothèque et ciser. C'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas de comparaison. Je suis littéraire, je suis écrivain, je suis dans mon domaine. Nous avons des écrivains vivants, des écrivains qui commencent, des écrivains morts et des écrivains célèbres et des écrivains très célèbres. Aujourd'hui, je recommande à n'importe qui certains livres de Victor Hugo ou certaines nouvelles de Guy de Maupassant. Parce que c'est bien écrit, parce que c'est beau. Bien, pareillement, nous recommandons certains ouvrages de Maryse Condé. Parce que c'est beau, parce que c'est bien écrit et parce que ça nous met en valeur. C'est la Guadeloupe. Ce sont ou la Caraïbe ou l'Afrique, c'est nous. C'est cette population, ces peuples victimes de la barbarie de certains peuples qui se proclament les lumières de l'humanité, alors que ce sont eux qui sèment les ténèbres partout. Donc, les gens comme Maryse Condé ou Toni Morrison ou Derek Walcott, ces gens-là se sont focalisés sur des aspects de nos sociétés. Quand vous prenez Savannah Blues, par exemple, quand Maryse Condé a raconté dans le livre là, ça, là, M. Thompson a parlé de Hugo le Terrible. Faut c'est Timouna lit ça. Faut toute famille Guadeloupe dit Timouna yo lit Hugo le Terrible à Maryse Condé et lit Savannah Blues. Savannah Blues, c'est aux États-Unis. Blues, c'est nègre en coton. Kaladja, c'est nègre en canne. C'est même souffrance là, c'est même mettre là. En famille, en papa, en maman, 3 timons ou plus timons, 5 timons. Puis grand là, ni 13 ans. Papa là, maman là qui travaille à dans l'hôtel. Papa là qui parti au Canada chercher travail, s'il trouvait puis fait famille à Evin, s'il pas trouvé puis virer joindre famille à. Entre-temps, situation maman là qui dégradé. Maman là qu'on peut dire pas là encore. Grand c'est là qui a dit en pays laisser l'homme misère manger quand on a nous. En chercher un gens, moi occuper des familles en moins pendant maman en cacacoc et pendant papa par là nous passons aussi papa qui est là encore. C'est cette leçon qui est de chez nous. Parce que tous les Guadeloupéens savent qu'il y a des aînés à la mort du papa, à la mort de la maman, qui sont devenus papa et maman de leurs frères et sœurs. Ils se sont sacrifiés en entier pendant des années pour que leurs frères et sœurs, pour que la fratrie se développe. Eh bien, là, il ne s'agit pas d'années et d'années et d'années, mais il s'agit de l'exemple d'une gamine banale, commune, quelconque, qui se dit, en misère, en Képété Kinao. À part vous, Képété Kinao, moi, c'est moins Képété Kinao. Bien, c'est un message d'espoir, c'est un message de lutte au sein de peuples qui sont écrasés. Est-ce que la lutte, justement, ne transparaît pas dans tous ces écrits? Dans tous ces écrits. Peut-être pas dans tous ces écrits de la même façon, mais dans tous ces écrits, elle porte des messages d'espoir. Certaines fois, ça ne marche pas. Comme dans Rêve amer, tout le monde a fini en là. Ce qui est tout à fait remarquable, en effet, c'est la géographie de ces observations historiques sur les conditions des peuples noirs, qu'il s'agisse de l'horizon antillais proprement dit, qu'il s'agisse de l'horizon africain, qu'il s'agisse de l'horizon américain. Horizon africain, citons bien évidemment Ségou. Horizon antillais ou caribéen, nous pouvons employer les deux termes. L'horizon ouvert à l'histoire des contradictions entre maîtres et esclaves, la traversée de la mangrove, mais aussi l'un de ses livres les plus fameux, et justement fameux, Moi Tituba, sorcière noire de Salem. Là, il y a donc une réflexion sur l'histoire, sur les cruautés de l'histoire, sur les malheurs de l'histoire, sur la dénégation de toute possibilité du bonheur dans l'espace esclavagiste, dans un espace régi par des idéologies inégalitaires, et la première des idéologies inégalitaires étant l'inégalité raciale engendrée par l'inégalité économique. Donc, c'est une œuvre qui est d'une certaine manière une encyclopédie qui retrace l'histoire des luttes
et en littérature retrace les étapes de la conquête que les écrivains des Antilles et des Caraïbes, les conquêtes qu'ils ont pu accomplir pour amener la littérature à une autonomie entière, à une capacité de signification des singularités qui sont celles de la pensée et de l'histoire de notre collectivité. À propos de l'Afrique, il faut rajouter une saison Ariata et Rema Konon. Et aussi celui que j'ai cité tout à l'heure, le livre pour enfants que j'ai cité tout à l'heure. Hugo la Terrible? Non, à la Coupe du Joliba. Chien fou dans la brousse. Donc elle a beaucoup écrit sur les Africains. À propos des Antilles, il y a un livre de Maryse Condé que je recommande à tous. Bon, qui fait votre petit vrai. Dis ça. C'est l'Anir coup coupé. C'est l'Anir coup coupé. C'est l'Anir coup coupé. C'est l'Anir coup coupé. Du coup coupé, oui, je comprends. C'est l'Anir coup coupé, son livre qui a montré pratique en l'eau politicien, l'eau guadeloupéen, pour y arriver ni en pouvoir. D'accord. Ni sacrifice. Et puis il y aura des gens qui ont la coupé, mais on va arriver coup de lit. Très intriguant. Et c'est l'Anir qui a développé. Et là, il est viré en Guadeloupe, puis c'est madame a préfet là, son négresse. C'est madame a préfet là. Et c'est là qu'on trappe pouvoir pour y prendre revanche en lettre ces gens là. Son livre, vous ne pouvez pas imaginer la puissance à livre là ça, qui Jean-Marie Condé a mis nous à croyant disant nous, à dans parti pratique en le monde, où ça ni en le politicien, l'élection qui vient. Yo kayan toi man coco, mais pas rien qui la yo kayan. A gare le toit devant casse bleu que vous combien politiciens 44 ans avant élection. Eh ben c'est la ligne qu'on coupé qu'a fait dans catégorie là ça. J'ai parlé des Haïti chéri, mais si nous parler des pays en nous dans l'Iva Maryse Condé, faut pas nous oublier la vie scélérate. La vie scélérate, c'est histoire à Guadeloupéen, pas un Guadeloupéen qui a fouillé le canal Panama. Ils savent aujourd'hui là, ils ont le Guadeloupéen, Panama, qui a parlé créole, qui c'est descendant à Guadeloupéen qui a fouillé le canal là. Oui, j'ai eu l'occasion de voir un reportage dessus. Eh bien, il faut lire la vie scélérate, son gros bitin, costaud. La vie scélérate. Il y a des décatement à Guadeloupéen qui travaille en Cannes, qui descend de la pointe à dans le commerce, qui a travaillé au Panama, qui a aux États-Unis, qui voit misère, qui voyageait, qui voit misère, et il vit en Guadeloupe. Alors, mais là où vit en Guadeloupe, pour faire bien l'argent, est-ce qu'on a songé en misère, ou bien est-ce qu'on a mis d'autres gens en misère pour continuer à faire leur enlève, même sous son aigle? La question est posée dans la vie scélérate. Donc, beaucoup d'écrits pour savoir qui nous sommes donc en tant que Guadeloupéens. Elle a beaucoup travaillé sur la question guadeloupéenne, mais de ce que vous m'expliquez, elle était beaucoup plus large dans son analyse, et elle voulait absolument donc comprendre les autres afrodescendants, donc les Africains. Nous remettre dans notre groupe. Nous sommes dans certains groupes. Donc toujours nous remettre dans notre groupe. Donc étudier la Caraïbe, elle étudiait la Caraïbe, l'Afrique, l'Amérique. Tous les afrodescendants étaient dans son larel en fait. L'étude. Et puis il faut dans cette énumération penser à citer attentivement Haïti. Le référent haïtien est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce référent que les deux axes que j'ai annoncés se sont projetés. L'axe historique, Haïti où pour la première fois la négritude se mit debout. Et il faut en effet, s'agissant de la négritude en tant que théorie générale de l'histoire de la formation aux colonies, des rapports entre maîtres et esclaves, et ces thèmes de la libération acquise au prix étant le trait commun à tous les écrivains de la Caraïbe et des Amériques. D'où les rapprochements qui ont été faits tout à l'heure par Mbitako avec Derek Walcott ou avec Toni Morrison.
Et c'est pourquoi je cite à nouveau les Haïtiens, écrivains ou artistes ou musiciens, artistes en tout cas de toute forme, et dont les créations si originales et si puissamment significatives relèvent de ce que les théoriciens de l'art ont appelé le réalisme merveilleux. Le réalisme merveilleux. Et c'est ce réalisme merveilleux qui permet la toute-puissance de l'imaginaire, la toute-puissance des œuvres de l'imagination, c'est de là que nous pouvons trouver les exemples que vient de citer tout à l'heure M. Bitako. Il y a donc une logique historique qui explique que ces romans soient des romans historiques d'une certaine manière, mais une logique de l'imaginaire, une logique de la transposition par des récits qui obéissent aux formes léguées par la tradition du conte, la tradition de l'oralité, les traditions de l'oralité, ce qui nous permet de dire, ce qui me permet de dire que la caractéristique des romanciers, pour ne citer que l'exemple du roman, des romanciers antillais, sont des caractéristiques qui sont empruntées pour la plupart au conte. Les romanciers sont des conteurs, le roman est un conte, et Maryse Condé s'en réclame, tout comme les autres écrivains les plus marquants des nouvelles générations. On pourrait citer, par exemple, Chamoiseau. Je voudrais aborder un autre aspect, entre guillemets, à travers deux ouvrages de Maryse Condé. La Victoire, les saveurs et les mots. C'est délicieux comme ouvrage. Ça raconte un peu l'histoire de sa mère, de ses ancêtres femmes, mère et grand-mère. Et Mets et merveilles, récit autobiographique. Ces deux livres-là donnent un éclairage sur la société du temps de l'enfance de Maryse Condé, à savoir les Boucolons qui sont venus de Marie-Galante, la dame enceinte, qui a été rejetée par sa famille, parce que on ne savait pas qui était le père, et elle ne voulait pas dire qui était le père. L'installation à Pointe-à-Pitre, l'enfance de Maryse Condé, et le travail acharné de Victoire, qui était cuisinière chez les Becquet. Grande cuisinière. Et au fur et à mesure, dans ces deux œuvres, et surtout dans Mets et merveilles, il n'y a pas vu les chiens là. Dans Mets et merveilles, Maryse Condé explique que son travail ressemble comme deux gouttes d'eau au travail de sa mère. Ça fait Est-ce que vous êtes d'accord? Non, oui, Rafi d'expliquer ça. Rafi d'expliquer ça. Oui. Non, ça terrible. Maryse Condé a expliqué Victoire, t'es qu'à tu te manger, mais elle ne faisait jamais le même plat. Elle créait, elle inventait. Et qu'elle, en tant qu'écrivain, elle fait la même chose. Elle invente tous les jours. Et qu'il y a un point commun qui les unit. Et j'aime beaucoup faire une conférence sur ces deux bouquins-là en même temps. Victoire, comment ça s'appelle? Victoire, les saveurs et les mots. Victoire, les saveurs et les mots d'un côté. Et Mets et merveilles de l'autre. Je fais la conférence sur les deux, à savoir la création artistique en cuisine et la création artistique littéraire. Vous dites tout? Oui, le rapprochement est tout à fait justifié. Il y a un art culinaire, un art de la fabrication des mets succulents de notre tradition culinaire antillaise, un rapport donc à établir entre l'art culinaire et l'art littéraire. Il faut être attentif en effet aux structures de l'écriture de Maryse Condé dans l'ordre du roman par exemple, mais surtout dans l'ordre des contes que nous avons cités et dans l'ordre des écrits qui sont pour la plupart des écrits biographiques. Mais la biographie n'est pas une révélation vivante, immédiate d'état civil. Elle est une activité de l'intelligence et de la sensibilité. La question étant évidemment celle de l'identité, de l'identification de ce qui permet au sujet de se définir et de trouver une signification à sa quête de l'existence qui est une quête du bonheur, errance dont il fait l'expérience, mais qui n'est pas une perte, qui est une errance fixée
a un point d'attache, la Guadeloupe. Alors, il y a ce côté donc purement militant de Maryse Condé. Elle était membre de l'UPLG, Maryse Condé, indépendantiste. Justement, on la disait indépendantiste. Adhérente de... Non, mais on peut dire indépendantiste. Ça ne sert à rien de dire qu'on est indépendantiste. Maryse Condé était membre de l'UPLG. Très bien, très bien. Mais quand on a ce positionnement, donc on est ancré Guadeloupe, on est ancré effectivement dans sa culture, on est limite dans la revendication, mais on écrit en français, on vit dans un territoire qui est sous domination de la France. Est-ce que Maryse Condé était en quête d'une validation de la France? Moi, je n'aborde pas, je ne vais pas sur ce terrain-là. Je prends Maryse Condé avec tout l'amour que j'ai. C'est pour en venir au moment où elle a été reconnue. Je veux qu'on en arrive au moment où elle a été reconnue, parce qu'il y a la phase où elle a produit, forcément, elle sort de l'ombre, et quand elle a été effectivement validée comme étant effectivement un grand nom de l'écriture. Parce qu'il y a la validation locale, il y a la validation nationale et internationale. Je crois que la question posée par Maryse Condé est la question posée par tous les écrivains les plus marquants de la même génération, disons, de toute la génération de la négritude et ensuite de toute la génération de la créolité. La recherche d'une identité où il n'y ait plus opposition, antinomie, contradiction, sans résolution entre l'universel et le singulier, entre le généralité, entre le général et le particulier. Nous sommes, nous, Antillais, des détenteurs d'identités multiples. Elle est Maryse Condé, et c'est ce qu'elle nous rend, c'est ce dont elle nous informe dans son œuvre, dans toute son œuvre. Elle est à la fois africaine, antillaise, américaine. En tout cas, elle développe l'idée selon laquelle l'identité ne doit plus être définie à partir des différences, de différences radicales, mais au contraire par des complémentarités qui justifient l'expérience historique des Antilles, des Caraïbes, comme synthèse historique, comme synthèse anthropologique. Donc, la pensée politique de Maryse Condé est à trouver également dans la recherche de cette synthèse qui peut aboutir à une pacification des rapports qui jusque-là, dans l'histoire, ont été marqués par la cruauté. Alors, concernant le fait que Maryse Condé écrit en français, je disais que je ne vais pas sur ce terrain-là. Je prends ce qu'elle me donne comme le manguier qui me donne ce qu'il me donne. L'important n'est pas d'écrire en français. Quand on soit clair, l'important n'est pas d'écrire en français, c'est la validation. La validation du dominant, puisqu'on est sur un rapport non-dominé. Je vais dans un raisonnement. Donc, elle a écrit en français, elle a participé à la presse nationale, elle a enseigné aux États-Unis, elle a enseigné en Afrique. C'est un chemin personnel. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qui non, il mettait dans ces livres-là. Il mettait nous dans l'éveil. Je reviens sur Maupassant. Les plus grands écrits de Maupassant font suite à la défaite du Second Empire, la bataille de Sedan. Maupassant écrit juste sur la défaite de la France face aux Prussiens. Mais c'est universel. Exactement comme lorsque Maryse Condé écrit La vie scélérate, les Guadeloupéens qui vont fouiller le canal de Panama, exploitation, mensonges, etc. C'est universel. Tout ce qui est humain est universel. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est comment elle parle, quels sont ses sujets, ses thématiques, et qu'est-ce qu'elle met en avant. Elle a fait des choix personnels, comme tout le monde, comme moi j'ai fait mes choix personnels, mais elle a donné des choses qui rendent fiers. On va employer un terme, on va aller vers Camus ou vers le Martinique et de l'Algérie. Mais oui, peau noire, masque blanc. Frantz Fanon. Frantz Fanon, les colonisés s'y reconnaissent parce qu'elle ne nous dénigre pas, elle ne nous montre pas vaincus, elle ne nous montre pas désespérés.
Elle montre des aspects de notre vie qui nous poussent à réfléchir et à nous améliorer, à rêver. Oui, mais on est d'accord qu'il n'y a pas que des afro-descendants, finalement, qui ont lu les écrits de Marie Scondé, à tel point qu'elle rayonnait même effectivement aux États-Unis. On s'intéressait beaucoup à ses travaux aux États-Unis. Elle parle de thématiques qui nous concernent, mais qui ont réussi à franchir... Mais le problème des États-Unis, c'est le même problème que la Guadeloupe. Oui, mais je parle même au national, même partons C'est pas un souci, moi. Maupassant n'a pas pensé que je lirais ses livres et que je critiquerais et que j'apporterais des jugements littéraires sur ses livres. Non, on est libre de lire. Non, Marie Scondé a écrit pour nous, enfin par nous, puisque nous habitons ces textes. Je dis nous les colonisés, nous habitons ces textes. Ça n'empêche pas... Que ce soit une écriture universelle. Mais toute écriture est universelle. Ça n'empêche pas que des Indiens d'Inde, des Chinois, des Japonais ou des Français blancs lisent ces livres et ils prennent du plaisir. Mais je ne pense pas que les gens du Front National vont prendre du plaisir à lire ces livres. Je ne pense pas que les supérieurs, les blancs supérieurs, la suprématie blanche, vont apprécier ces livres, ou les livres de Cheikh Anta Diop, ou les écrits de Senghor. C'est sûr. Donc il y a des catégories de gens qui vont sûrement apprécier ces bouquins, et il y a d'autres catégories qui ne vont pas l'apprécier. Oui, mais comment expliquer, c'est là où moi je voulais en venir, c'est comment expliquer qu'elle ait réussi finalement à transcender en fait l'aspect communautaire. Le talent, c'est ce que nous disions au départ. Le talent, c'est une artiste. Elle écrit des choses qui vous donnent envie de continuer à les lire. C'est le talent de l'écrivain. Quand vous lisez un roman de Victor Hugo, vous n'avez pas envie de le déposer. Quand vous lisez un roman de Marie Scondé, vous n'avez pas envie de le mettre de côté. Parce qu'il y a du talent dans le travail de l'écrivain. L'écrivain, ce ne sont pas seulement des mots, c'est un art qu'il est en train d'inventer au fur et à mesure des mots qu'il utilise. Ça se compose des phrases, ça se compose des chapitres, ça se compose de la thématique, ça se compose des épisodes. Ça se compose d'une philosophie aussi qui est en arrière-plan. Monsieur Thompson. La littérature est universelle et l'écrivain est universel en cela qu'il compose une œuvre, il compose des œuvres sans pouvoir identifier le lecteur, celui qui sera le lecteur de l'œuvre lorsqu'elle sera achevée, si elle parvient à un point d'achèvement. Et Marie Scondé n'a pas écrit seulement pour les Guadeloupéens. L'activité de lecture chez nous est une activité problématique puisqu'il faut tout de même rapporter aux conditions sociales du sous-développement, entre guillemets, inhérent au système colonial tel qu'il a prévalu. Donc, il y a une définition de l'universel que nécessite l'acte d'écrire et, bien évidemment, les œuvres qui sont publiées dans un ensemble où il y a des transversalités qui s'additionnent ou qui se superposent. Une œuvre peut devenir ainsi universelle et c'est de cette façon que l'œuvre de Marie Scondé a pu apparaître comme tout à fait légitimée à recevoir le prix Nobel alternatif de littérature. Le prix Nobel, c'est un prix qui caractérise l'universalité de la littérature et je dirais que tous les grands écrivains invitent le lecteur à l'invention de l'humanité, à l'invention d'un universel concret, d'un universel où les rapports entre humains ne seraient plus des rapports de violence et de dénégation, où il serait possible d'inventer. Et inventer quoi? Inventer une utopie du bonheur, pour reprendre la formule de Marie Scondé. La colonisation a commencé par être une utopie qui se voulait positive. Et cette utopie, elle s'est changée en son contraire parce que le nouveau monde, l'Amérique qui a été découverte, est redevenu le lieu d'une violence féodale, d'une violence despotique, à telle enseigne que l'esclavage des nègres est devenu la loi générale dans toutes les colonies créées, entre guillemets, par les Européens en Amérique à partir du XVe siècle.
Alors, vous avez bien appuyé sur le talent d'écriture, donc c'est vraiment clair, sa c'est clair. plume, C'est clair. la plume d'un écrivain qui fait toute la différence, qui rend les textes aussi vivants, aussi appréciables, et qui permet aussi de les adapter, parce que tous les textes ne peuvent pas être adaptés nécessairement au théâtre, il faut quand même que ce soit bien écrit. Ils peuvent encore moins voyager à l'étranger, et moi je vous avoue que j'étais choqué, puisque la semaine dernière, je suis tombé sur des archives justement de reportages qui dataient de 1993. J'ai constaté que Maryse Condé présentait à cette époque-là une pièce de théâtre aux États-Unis. Elle était passée à Washington, elle était passée à New York aussi, qu'elle a présenté donc une pièce de théâtre guadeloupéenne à Washington et New York. C'est des choses qui ne se font plus. Alors on se demande comment déjà à cette époque-là, elle arrivait à créer cet engouement, elle arrivait à véhiculer, à faire voyager finalement son travail et notre culture. Et pourquoi aujourd'hui on a autant de mal? C'est parce qu'on n'a pas de grands noms finalement, Alors, on n'a pas de pointure. J'ai un mot à dire à ce niveau. Non, pardonne-moi. Allez, monsieur Wilson. Il ne faut pas isolationner le surgissement de Maryse Condé au premier rang. L'essor de sa pensée, l'essor de son œuvre, sa reconnaissance croissante en Europe comme aux États-Unis accompagne d'autres émergences, d'autres surgissements de grands écrivains et de grands écrivains femmes. C'est un thème que nous pourrions approcher peut-être, celui de la bataille de la féminitude, c'est la bataille de la féminité, la bataille au nom des femmes, la bataille pour la libération des femmes, bataille parallèle à la bataille qui a été celle des luttes que les Noirs ont dû accomplir pour être libérés de l'esclavage. Donc, Maryse Condé fait émergence aux États-Unis, elle est reconnue, tout comme parallèlement fait émergence Toni Morrison, que l'on doit citer à juste titre, ou que l'on puisse citer d'autres écrivains noirs, masculins, qui désormais disposent d'un lectorat capable de saisir les significations d'ordre historique, d'ordre philosophique ou moral, problématiques qui font l'objet de ces œuvres. Et on peut dire que d'une certaine manière, dans le mouvement de la négritude, il y avait justement la volonté d'élaborer de nouvelles logiques qui soient en quelque sorte débarrassées des préjugés qui jusqu'alors continuaient de sévir en Europe et qui aujourd'hui encore, je pense évidemment au racisme des grophobes, lutte qui en littérature, dans les œuvres les plus diverses, de la main des écrivains masculins ou féminins, lutte de la littérature, lutte des mots, lutte des idées, lutte contre toutes les formes d'inégalité. Alors, en parlant de ce type d'écrivain, à l'époque, il y avait une émergence de la littérature caribéenne. Toutes les pièces de Derek Walcott étaient jouées aux États-Unis. Tous les éditeurs, les grands éditeurs de tous les pays anglophones autour de nous, étaient soit en Angleterre, soit aux États-Unis, à New York. Donc, n'oublions pas non plus que Maryse Condé a traduit Eric Williams en 1975. Vous vous souvenez de Christophe Colomb à Fidel Castro, l'histoire des Caraïbes. Traduction de Maryse Condé, 1975. Ensuite, Maryse Condé a explosé sur le plan médiatique avec Ségou en 84 et 85 et avec Moiti-Tuba sorcière 1986. En 1986, Maryse Condé était une star internationale. Ségou l'a propulsé au premier plan. Ségou, pour nos frères américains, c'était un peu comme Racine de Aller pour nous. C'était la matrice, la puissance de cette matrice qu'on nous avait occultée pendant des siècles. Donc c'est normal que Maryse Condé en arrive sur un plan international. On n'a pas nommé des gens comme Aléco Carpentier. On n'a pas cité des gens comme Gabriel Garcia Marquez. Ces gens-là ont conquis le monde à partir de nos territoires, avec leurs livres, avec leurs mots. Mais c'était dans une dynamique qui succédait à la décolonisation. Il y avait une véritable émulsion à cette époque-là. À ce moment-là, il y avait une grosse émulsion. Ce qui faisait suite aux décolonisations commençait dans les années 50. D'accord. Nous émergions.
nous imposions enfin notre présence au monde, notamment à travers nos livres, à travers nos écrivains, dont ceux qu'on a cités à l'instant. Et notamment Maryse Condé qui a effectué une grosse partie du boulot. Elle fait partie de ce panorama extraordinaire qui a été... Enfin, ces gens-là ont été comme nos enfanteurs, comme nos parents, comme les pères et mères de la génération des gens qui prendront le relais. Disons qu'il y a une galaxie et l'une des étoiles de cette galaxie a pour nom Maryse Condé. Vous avez dit le mot, M. Thompson, une galaxie et une étoile. Étoile qui brillera tant qu'on la lira. Ben, il faut faudrait faire vivre son œuvre. Faudrait qu'on lise. On a cité des romans. On peut en citer quelques autres pour que les gens... Et après, M. Thompson nous donnera sa sélection. Hein. La migration des cœurs, la colonie du Nouveau Monde, les derniers rois mages, Traversée de la mangrove, on en a parlé, Pension les Alizés, qui est une pièce de théâtre, La vie scélérate, que j'ai déjà citée, Moi Tituba, que M. Thompson a en main, Ségou, Une saison à Riata, Réma Conon, Les belles ténébreuses, La faute à la vie, En attendant la montée des eaux, La vie sans phare, La belle et la bête, une version guadeloupéenne, En temps révolution, El court, la liberté, c'est une pièce de théâtre, Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana, et le dernier livre qu'elle nous a légué, L'Évangile du Nouveau Monde. Ça, ce sont les romans classiques. Et nous avons cité, ça, ce sont les incontournables. Voilà, et nous avons cité les romans jeunesse et nous avons cité un certain nombre de pièces de théâtre. Il y a en Guadeloupe des gens qui peuvent parler du théâtre de Maryse Condé, comme M. Gernidier, qui a été son collaborateur à certains moments. Mais nous avons aussi, dans le cadre de l'année Maryse Condé promulguée par la région Guadeloupe, nous avons la pièce de théâtre tirée de Désirada, qu'a joué une dame et un musicien. Je leur demande pardon, je n'ai pas repensé au nom en venant ici, mais elle a laissé un gros héritage en matière de théâtre également. Il y a de quoi faire. L'écriture jeunesse, roman et théâtre. Monsieur Thompson. Et livre analytique, livre synthétique. Je terminerai notre entretien en posant la question à un lecteur non identifiable pour l'instant. Avez-vous lu Maryse Condé? C'est une œuvre qu'il faut lire et c'est une tâche, il est vrai, qui exige de la persévérance car c'est une œuvre volumineuse et parce que c'est une œuvre volumineuse, nous n'avons pas encore tout lu avec toute l'attention nécessaire. Eh bien, c'est le programme de lecture des décennies à venir. Maryse Condé est un écrivain d'avenir, dirais-je. Donc, ancrée effectivement de notre histoire, même porteuse effectivement, donc c'est une ouverture sur l'avenir. J'aime beaucoup les métaphores que vous utilisez pour décrire son travail. Merci beaucoup aussi à Mbitako. Nous, qu'a dit Canal 10, merci Canal 10 qui a fait travail là. Merci au pile. Franchement, merci au pile. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de... C'est ma nouvelle Bible du journal maintenant. J'ai même pas eu le temps de donner le dicton du jour, n'est-ce pas? Eh ben, on va choisir un dicton. Et je conseille encore une fois à chacun d'acquérir effectivement son dictionnaire. Son obligation. Voilà, c'est avoir son dictionnaire créole français. Parce que je disais que sur les réseaux sociaux, en fait, on a beaucoup de débats, les nouvelles générations, beaucoup de débats sur l'orthographe et la signification des mots. Ben dis, regardez ça dans cette fait avant. Tout simplement. Et là, on a franchement un gros travail. Les gens qui fait travailler là avant. Et Hector Poulet qui ont contribué considérablement à cet ouvrage. Et franchement, je vous conseille de tous en avoir un chez vous. Et à la fin du dictionnaire, vous avez donc des locutions. Des petites locutions. On va chercher un petit. Alors je rappelle que le dictionnaire est publié chez Orphi. Exactement. Et que ça se trouve dans toutes les bonnes librairies et que ça coûte 39,90 €. Faut pas y au moins de 1 centime en plus. Et c'est dans toutes les bonnes librairies. Il faut tout le monde tenir à Kazayo. Tout le monde devrait avoir effectivement ce dictionnaire créole français, je le redis, et tous les soirs je vais en parler maintenant. Alors, on va dire, pas garder fausse à Jean Mabouric pour bail potéchage. Il ne faut pas regarder la grosseur des pattes d'un âne avant de lui donner une charge. L'équivalent, c'est il ne faut pas se fier aux apparences. Donc, franchement, moi je vous le conseille, ainsi que des ouvrages de Maryse Condé. Ah non, Monsieur Thompson, avant de se quitter rapidement, pourquoi vous avez choisi de ramener Tituba? Parce que c'est une œuvre captivante.
parce que c'est une œuvre captivante, parce que c'est une œuvre qui, dans sa relative brièveté, est une totalisation des problématiques de notre communauté noire, de nos communautés noires aux États-Unis. C'est un roman historique, dirons-nous, en même temps que c'est une variation imaginative sur les moyens dont disposait l'héroïne Tituba, à l'exemple des moyens dont disposaient les Noirs en Haïti ou dans les diverses îles, le moyen de lutte, le moyen de construction et de reconstruction que l'intelligence et l'imagination fournissaient. C'est une œuvre remarquable parce que il me semble que stylistiquement, c'est dans cet ouvrage qu'on trouve les pages les mieux réussies, une écriture que je qualifierais de poétique dans Moi Tituba, sorcière noire de Salem. Et donc, voilà pourquoi, je le répète, voilà pourquoi je l'ai cité. C'est peut-être l'un de mes préférés, mais on peut tous les préférer. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux d'être venus nous parler donc, de Maryse Condé. Je rappelle que j'ai traduit Savannah Blues, donc ça s'appelle Kaladia Savannah. Il y a une bibliographie de Maryse Condé à l'intérieur, et il y a une sélection de toute la littérature jeunesse de Maryse Condé à la page 4. Parce que tu es expert en contes. Je ne suis pas expert, je suis conteur. Beaucoup sur les contes. D'accord, je suis conteur, mais ça c'est un roman jeunesse. Je suis traducteur et j'ai voulu offrir aux petits Guadeloupéens la possibilité d'avoir le même texte 2 fois. On peut le lire en français, Savannah Blues, on peut le lire en créole, Kaladia Savannah. Donc, on peut apprendre des choses. Nous sommes dans une société où la maîtrise de plusieurs langues n'est pas négligeable. Moi, je pense que même c'est nécessaire. Nous pourrons écouter. Installez-vous, monsieur Thompson. Allez-y, on vous écoute. Pour la conclusion. Allez-y. La mort n'est pas une fin. La mort de Maryse Condé est un commencement. Elle appartient désormais à l'histoire littéraire et elle nous lègue une œuvre qui apparaîtra au fur et à mesure que les décennies se succéderont, qui apparaîtra comme une œuvre majeure et que les lecteurs qui n'avaient pas été suffisamment attentifs au moment de la parution de chacune des œuvres qui ont été énumérées, au fur et à mesure, le nombre de lecteurs de Maryse Condé s'agrandira, se renforcera, parce qu'on découvrira à chaque fois, en la lisant et en la relisant, un véritable écrivain et quelqu'un qui est capable d'enseigner. D'enseigner quoi? D'enseigner une victoire sur le malheur. L'espoir. L'espoir. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci à vous. Venu nous parler avec autant de passion de Maryse Condé, une très grande écrivaine guadeloupéenne, effectivement, qui nous a quittés. En tout cas, elle nous a légué effectivement une œuvre considérable. Qui, selon monsieur Thompson, n'est pas encore jugée à sa juste valeur, mais c'est comme un bon vin, en fait. C'est comme effectivement un bon rhum. Hein, il va bien vieillir avec le temps. Merci encore, messieurs. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. N'hésitez pas à réécouter le programme pour avoir les sélections de M. Thompson et de M. Mbitako, puisqu'il y a beaucoup d'écrits de Maryse Condé. En tout cas, vous pouvez lire la totalité. Hein. Pourquoi pas. Ça pourra vous permettre d'avoir une meilleure lecture de notre société guadeloupéenne, mais aussi de nos sociétés afrodescendantes partout dans le monde. Merci encore, messieurs. Une bonne soirée à vous. Merci à vous.